Raoul Cédras est entré dans l'histoire d'Haïti comme le inauguré en 1971. Il sort major de sa promotion qui compte d'autres hauts gradés de l'armée comme Philippe Biambi ou encore Jean-Claude Duperval. Brillant officier de l'armée d'Haïti, Raoul Cédras est choisi en 1990 pour diriger le comité chargé de la sûreté des élections où Jean-Bertrand Aristide sortira vainqueur. Pour le récompenser, le nouveau président élu le nomme lieutenant général et commandant en chef des forces armées d'Haïti. 7 mois plus tard, Cédras allait le trahir. Afin de cerner la personnalité de Raoul Cédras, arrêtons-nous un peu sur la chronologie des événements du coup d'État. Le dimanche 29 septembre 1991, Michel François, le chef de la police nationale, et ses hommes s'emparent du corps des engins lourds qui se trouve à ce moment-là au camp d'application sur la route de Frères dans l'ancienne caserne des Léopards. Ils font feu sur tout ce qui bouge. Une fusillade éclate. Rapidement, les hommes de Michel François prennent le dessus. Des soldats tombent, d'autres négocient. La suite, je l'ai déjà dit, Michel François prend le contrôle du corps des engins lourds. Le pouvoir est de son côté. C'en est fini d'Aristide. Dès le lendemain, c'est-à-dire le 30 septembre 1991, la répression commence. Michel François n'est pas stupide. Il sait que son principal adversaire va être le peuple majoritairement acquis à la cause d'Aristide et qu'il faudra avant tout mater et neutraliser le peuple qui va sortir en masse pour manifester contre le putsch. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il fait boucler les quartiers populaires pour empêcher le peuple de sortir. Michel François a donc réussi là où Roger Lafontaine a échoué quelques mois plus tôt. Pourquoi? Eh bien parce que Lafontaine, malgré son audace et son autorité, ignore tout de la stratégie militaire. À l'époque, tout bon stratège militaire sait que pour réussir un coup d'État en Haïti, il faut d'abord s'emparer de la compagnie des blindés, là où se trouve le corps des engins lourds de l'armée. Lafontaine s'était contenté de s'emparer du palais national, alors que le cœur de la force militaire ne s'y trouvait plus. Il faut dire qu'avant l'élection de Jean-Bertrand Aristide, le corps des engins lourds se trouvait au Palais national. Mais le prêtre, une fois élu président, a demandé à le déplacer au motif que toutes ces armes lourdes l'empêcheraient de dormir au palais. Il disait avoir peur de ces armes fan-froid, qui pourtant pouvaient assurer sa sécurité. Donc, il les a fait déplacer ailleurs. C'était là l'erreur fatale de Jean-Bertrand Aristide, parce que Michel François n'aurait pas pu pénétrer aussi facilement au Palais national. L'officier supérieur Gérard Salomon, qui était le chef du corps des engins lourds, ne se trouvait pas dans le pays à ce moment-là. À son retour, il a tenté de regagner son poste, mais les militaires putschistes qui gardaient le bâtiment lui ont tiré dessus. Il a failli perdre la vie. Après cette attaque, un des proches de Michel François, Claudel Zamor, prend la tête du corps des engins lourds et Gérard Salomon a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Raoul Cédras ignorait la préparation de ce coup d'État. La veille du putsch, il était même au téléphone avec le président Jean-Bertrand Aristide, l'assurant de sa loyauté. Il disait à ses officiers qu'on ne doit plus tolérer les tentatives de déstabilisation du gouvernement. Et il était sincère à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé pour que le général change son fusil d'épaule dans les heures qui suivent? Au moment de l'attaque de Michel François, Raoul Cédras, informé de la situation, rassurait tout le monde, Aristide en premier, qu'il allait rapidement prendre les choses en main et rétablir l'ordre. À ce moment-là, il était joignable au téléphone et passait des instructions aux officiers supérieurs. Mais à mesure que les heures passent, le général n'était plus joignable. Son téléphone devient constamment occupé. Entre-temps, le bruit court dans la population que Jean-Bertrand Aristide a été renversé par un coup d'État. Sans surprise, les gens sont sortis en masse dans la rue pour manifester leur mécontentement. Ils se rassemblent au champ de Mars autour du Palais national. Les soldats leur tirent dessus et les gens tombent
comme des mouches. Ce massacre a été ordonné par Michel François. Mais qui était ce sinistre personnage? Depuis tout à l'heure qu'on parle de lui, on ne vous l'a pas encore présenté. Joseph Michel François, qui contrôlait le trafic de drogue en Haïti, a joué un rôle de premier plan dans les escadrons de la mort sous le général Henri Namphy. Il était le chef de la police nationale, ça on l'a dit plus haut. Il était le fils d'un proche de François Duvalier, membre de la garde présidentielle. Une fois arrivé au pouvoir, Aristide se méfiait de ce personnage et voulait l'évincer de l'armée, mais Cédras le protégeait. Détail significatif, important, il faut aussi savoir que Michel François était proche de l'ex-président Michel Martelly, qui était, à l'époque, un jeune musicien en vogue. Revenons à Raoul Cédras, qui est maintenant très occupé au téléphone. Avec qui le général parle-t-il autant au téléphone? Eh bien, avec l'ambassade américaine, vous vous en doutez bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Après le putsch de Michel François, c'est la panique à l'ambassade. Michel François n'apparaît pas dans les fichiers de l'ambassade américaine. Il était inconnu du service de renseignement américain. Les Américains paniquent à l'idée de perdre le contrôle de la situation si cet illustre inconnu prend les rênes du pouvoir. C'est à ce moment-là que l'ordre est donné de faire récupérer le coup d'État par un agent de la CIA en Haïti. Et ce sera le général Raoul Cédras. Sa mission sera d'endosser ce coup d'État et faire en sorte que Jean-Bertrand Aristide ne soit pas exécuté. L'ambassadeur américain en Haïti, à ce moment-là, était Alvin Adams, surnommé Bourrique-Chagé. Pour la petite histoire, rappelons que ce surnom Bourrique-Chagé lui a été donné par les Haïtiens parce qu'au moment de prendre ses fonctions à Port-au-Prince comme ambassadeur des États-Unis en Haïti, il avait fait cette déclaration assez énigmatique, en créole bien sûr. Il a déclaré « Bourrique-Chagé pas campé », ce qui exprime un certain empressement, le fait de ne pas avoir de temps à perdre quand il faut faire ce qu'on a à faire. Bref, fermons la parenthèse. Donc, c'est Bourrique-Chagé en personne qui va piloter l'opération et passer ses instructions au général Cédras, qui a pour mission, rappelons-le, d'endosser le coup d'État et sauver la vie d'Aristide. C'est ainsi que Cédras va voler le coup d'État de Michel François et il va même réussir à le mettre à son service. Et disons-le franchement, la crédibilité de Cédras en tant que général en chef de l'armée donne plus de poids au coup d'État, même si Michel François avait plus de culot et d'audace que le général. Il faut aussi rappeler que le coup d'État avait arrangé les affaires de Raoul Cédras, parce qu'il aurait pu empêcher ce putsch s'il le souhaitait. La mission que lui ont confiée les Américains vient renforcer ses désirs les plus vifs, c'est-à-dire prendre le pouvoir et devenir l'homme fort d'Haïti. L'ambassadeur de France en Haïti essaye de sauver Aristide. Il le prend dans sa voiture pour le conduire au Palais national. La voiture est interceptée et Aristide est arrêté et amené au chef, qui n'est autre que le général Cédras. À ce moment-là, Cédras sait qu'il a le contrôle de la situation. Le prêtre président est tétanisé et il ne pense qu'à sauver sa peau. Il ne sait pas que le général a reçu l'ordre de le protéger. Il ignore aussi que le coup d'État n'est pas l'œuvre de Cédras. D'ailleurs, Cédras en profite pour jouer de la situation. Il dit à Jean-Bertrand Aristide « Je suis le président maintenant ». Tel un Ponce Pilate, il demande à ses hommes « Que dois-je faire du prêtre ?»« Tue-le » répondent les soldats qui viennent tout juste d'éliminer le capitaine Fritz Pierre-Louis, soldat loyal à Aristide. Je suis sorti de ma résidence sous la pluie des balles, des rafales de balles. On a laissé ma résidence et on s'est rendu au Palais national. Et là, on était attaqué par les hommes du général Cédras. Finalement, j'ai été conduit au quartier général où il se trouvait, ce général. Et ce n'est qu'après de bonnes heures que j'étais conduit à l'aéroport pour être transporté par un avion vénézuélien à Caracas. Et ceci
grâce à l'appui de la communauté internationale. Cédras savait pertinemment que sa mission consistait à sauver Aristide contre la folie de Michel François. Mais il avait envie de jouer de la situation. Aristide n'a pas résisté aux putschistes. Il s'est dit soulagé une fois dans l'avion qui le ramène hors d'Haïti. Dans l'avion, il envisageait même son avenir hors de la politique. C'est dire à quel point l'expérience a ébranlé ses convictions. Michel François n'a pas agi en loup solitaire. Il n'aurait pas pu trouver seul les moyens et la logistique nécessaires à un tel putsch. Ce coup d'État sanglant a été financé par des membres de la bourgeoisie haïtienne. L'argent, le transport, le paiement des unités militaires ont été pris en charge par des riches familles haïtiennes hostiles à l'arrivée au pouvoir du prêtre qui, rappelons-le, tenait des discours incendiaires et populistes, n'hésitant pas à encourager le peuple à lyncher ses ennemis politiques. On pense surtout à son fameux discours où il fait référence au père Lebrun, le supplice du collier consistant à exécuter quelqu'un en lui mettant un pneu enflammé autour du cou. Mais malgré tout, cela ne pouvait excuser ce coup d'État sanglant qui avait plongé le pays dans le chaos. Sur le portrait d'Aristide, nous avons réalisé un documentaire intitulé « Aristide, l'espoir trahi » que nous vous invitons à regarder pour comprendre la trajectoire du personnage. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Cédras dirigeait le pays en se cachant derrière une apparence de respect des institutions, en nommant un président et un premier ministre afin de donner un semblant de normalité à son régime de facto. Mais au fond, c'est lui qui dirige le pays. D'ailleurs, quand il fallait négocier avec l'international du retour d'Aristide et de l'amnistie des putschistes, c'était bien sûr par le général que cela devait passer. Le général qui a trahi son président entend désormais mettre de l'ordre dans les institutions. Il explique les raisons du coup d'État. Je ne suis pas un massacreur et je n'ai jamais tué personne. Et je n'ai jamais donné l'ordre de tuer personne. Si j'étais un massacreur, le président ici n'aurait pas pu laisser le pays. Vous aviez la réputation d'être un modéré. Est-ce que vous pensez que... Je le suis toujours. Je suis un légaliste et je respecte l'ordre constitutionnel. Pourquoi un coup d'État? On avait certains signaux que le gouvernement n'allait pas respecter le fonctionnement normal des institutions du pays. Quelles sont les garanties que nous avons quand les députés sont malmenés, quand la Constitution n'est pas respectée, et quelles garanties pouvons-nous avoir? La presse internationale surnommait Raoul Cédras grand spécialiste des manœuvres dilatoires, c'est-à-dire qu'il savait utiliser tous les subterfuges pour gagner du temps et rester au pouvoir le plus longtemps possible. Quand Washington annonce le déploiement des Marines en Haïti pour rétablir l'ordre, Cédras mobilise les membres de la milice FRAPP pour faire diversion. Ces pauvres miliciens devaient affronter les Marines américains. La situation a de quoi faire rire. Le FRAPP, Front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti, est une milice créée au lendemain du coup d'État par Emmanuel Constant, dit Toto Constant, impliqué dans de nombreux crimes et massacres pendant le régime militaire de Raoul Cédras. Raoul Cédras a réussi à rester 3 ans au pouvoir et à négocier une amnistie pour les putschistes. En octobre 1994, les Américains lui ordonnent de quitter le pouvoir. Il démissionne et s'exile au Panama. Michel François, quant à lui, trouve refuge en République dominicaine avant de s'installer au Honduras où il meurt en 2017. Raoul Cédras a capitalisé sur les circonstances tumultueuses du coup d'État de 1991 en Haïti pour réaliser ses propres aspirations politiques. Bien qu'il n'ait pas été l'architecte initial de la conspiration, il a su jouer habilement son rôle, endossant le pouvoir tout en se cachant derrière des présidents fantoches dont tout le monde sait qu'ils n'ont absolument aucun pouvoir et dont on se rappelle à peine les noms. Je crois que le premier s'appelait Joseph Néret et le second Émile Jonassin. Tous les deux étaient des juges de la Cour de cassation.
pas ouais. Mauvais pas du vie qui va remplacer moi. Ele
ça. On va lever la main, c'est pas qu'à c'est collé dans le placement. Bala Jimo do Sumarasa, Jimo Mele Jimo do Sumarasa, Jimo, Mele Jimo do Sumarasa, Jimo, Mele Jimo do Sumarasa. Ele massa idosu idosa itiki tá belga massa idosu idosa massa tá belga massa omi massa bala massa matroche poupaneo c'est le cinquième mieux ma personne.
Regardez, vous venez à la différence,